Un enfant pauvre est moqué pour son uniforme déchiré. Mais ce que le directeur fait laisse tout le monde stupéfait. Mathieu Dubois marchait dans les couloirs du collège Saint-Michel en essayant de se rendre invisible, tandis que les autres élèves montraient du doigt et chuchotaient sur son apparence déplorable. L'uniforme blanc était déchiré au niveau de l'épaule, avec des taches de boue séchées sur la chemise et une grande tache jaunâtre près de la poche. Il s'était levé à 4 heures du matin pour aider sa mère malade à vendre des légumes au marché avant de venir à l'école. Un conducteur imprudent avait roulé dans une flaque, les trempant tous les deux d'eau sale, et dans la précipitation pour porter les lourdes caisses, la chemise s'était déchirée à l'épaule. « Regardez, Mathieu, on dirait qu'il a dormi dans les ordures !» cria Pierre-Henri Moreau, fils d'un homme d'affaires connu de la ville de Lyon. Les rires résonnèrent dans le couloir. Mathieu serra ses livres contre sa poitrine et continua à marcher, le visage brûlant de honte. Ses vieilles baskets faisaient un bruit étrange à chaque pas, car la semelle se décollait. « Hé, le clodo, l'école n'est pas un refuge !» provoqua Florence, prenant des photos avec son téléphone dernier cri. Au fond du couloir, le directeur Robert Leclerc observait la scène. Son visage sérieux ne montrait aucune émotion, mais ses poings étaient serrés dans les poches de son costume impeccable. Il s'avança lentement vers le groupe. Mathieu Dubois, sa voix grave coupa les rires comme une lame. « Mon bureau. Maintenant. » Un silence s'installa dans le couloir. Les élèves échangèrent des regards, certains souriant malicieusement. « C'est la fin pour le pauvre », murmura Benoît, ajustant son sac à dos de marque. Mathieu sentit ses jambes trembler. Allait-il être renvoyé? Sa mère avait fait tant de sacrifices pour obtenir une place dans cette école grâce à une bourse partielle. Allait-il la décevoir maintenant qu'elle avait le plus besoin de lui? La secrétaire Madame Martine secoua la tête négativement lorsque Mathieu passa devant son bureau. Le docteur Robert est d'une humeur de chien aujourd'hui. Il est arrivé tôt et à cette tête-là, commenta-t-elle à voix basse. Mathieu frappa à la porte en acajou. Entrez. La voix du directeur sembla encore plus grave. Le bureau était imposant, avec des diplômes encadrés au mur et une bibliothèque remplie de livres. Le directeur lui tournait le dos, regardant par la fenêtre qui donnait sur la cour. « Assieds-toi, Mathieu. » Le garçon obéit, ses mains moites agrippant le bord de son uniforme déchiré dans une tentative vaine de cacher les dégâts. « Monsieur va me renvoyer ?» Sa voix était faible, presque un murmure. Robert se retourna lentement. Ses yeux, habituellement sévères, étaient humides. Il s'approcha du bureau, prit une photo encadrée et la tourna vers Mathieu. « Tu connais cette fille ?» Sur la photo, une fillette d'environ 10 ans souriait sur un lit d'hôpital, pâle mais avec des yeux pleins de vie. « Non, monsieur. »« C'est ma fille, Charlotte. Il y a 6 ans, elle a eu besoin d'une transfusion urgente. Groupe sanguin rare. Aucune banque de sang n'en avait. Aucun parent n'était compatible. » Mathieu ne comprenait pas où cette conversation menait. Dehors, il entendait les murmures des élèves curieux. Une femme est arrivée à l'hôpital. Elle avait entendu parler du cas à la radio. Elle a fait le test et était compatible. Elle a donné son sang sans rien demander en retour. Elle a sauvé la vie de ma fille. Le directeur fit une pause, luttant contre l'émotion. Cette femme était Hélène Martin, ta mère, Mathieu. Le garçon ouvrit grand les yeux. Sa mère n'avait jamais mentionné cela. Je l'ai cherchée pendant des années pour la remercier, pour lui rendre l'appareil. Elle avait simplement disparu. Jusqu'à il y a 3 mois, j'ai vu son nom sur la liste des boursiers. Martin n'est pas un nom rare, mais quelque chose me poussait à enquêter. Robert ouvrit un tiroir et en sortit un dossier. J'ai tout découvert. Sur sa maladie, sur votre vie dans le quartier du Progrès, sur toi qui travailles à l'aube pour aider avec les médicaments. Monsieur ne peut le dire à personne. Mathieu se leva, effrayé. Ma mère est fière. Elle n'accepte pas la charité. Je sais. C'est pourquoi j'ai tenté d'augmenter discrètement sa bourse, mais le conseil scolaire a refusé. J'ai essayé d'offrir un meilleur emploi à ta mère, mais elle a décliné, disant qu'elle n'avait pas les qualifications. Des larmes coulaient sur le visage de cet homme d'habitude si maître de lui. Tu sais ce que c'est d'avoir une dette de gratitude si immense et de ne pas pouvoir la payer? De voir le fils de la femme qui a sauvé ta fille être humilié dans les couloirs de ton école? Mathieu aussi se mit à pleurer. Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit, monsieur le directeur.
Ma mère a agi ainsi parce que c'était la bonne chose à faire. Elle dit toujours qu'on doit aider sans rien attendre en retour. Ta mère est une femme extraordinaire. Et toi, Mathieu, tu as la même noblesse qu'elle. » Dehors, les élèves faisèrent des paris. 10 € qu'il va être suspendu, dit Pierre-Henri Moreau. 20 qu'il va être exclu, surenchérit Benoît. Charlotte Leclerc, maintenant âgée de 16 ans, passait dans le couloir lorsqu'elle vit le rassemblement. Que se passe-t-il? Ce gamin pauvre a été convoqué dans le bureau de ton père. Il est arrivé tout sale et déchiré. Une honte pour l'école, répondit Florence avec mépris. Charlotte observa la porte close. Quelque chose dans cette situation la troublait profondément. Dans le bureau, le directeur enleva sa veste. « Mais ça, je ne peux pas, monsieur, ce ne serait pas juste. S'il te plaît, Mathieu, laisse-moi faire au moins ça. » À contre-cœur, le garçon enfila la veste bien trop grande pour lui. Robert prit le téléphone. « Martine, convoquez une assemblée générale. Tous les élèves dans la cour dans 15 minutes et appelez le conseil des parents. C'est urgent. Qu'allez-vous faire ?» Mathieu était terrifié. Quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Quand ils sortirent du bureau, les élèves dans le couloir restèrent bouche bée. Mathieu portait la veste du directeur qui marchait à ses côtés, la main sur son épaule. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. « Papa, que se passe-t-il » s'approcha Charlotte perplexe. « Tu comprendras bientôt, ma fille. Va dans la cour avec les autres. » Les rumeurs se propagèrent dans l'école comme une traînée de poudre. Les messages s'envolaient dans les groupes WhatsApp. Des parents influents appelaient, exigeant des explications. Dans la cour, 800 élèves s'agglutinaient, agités. Les professeurs semblaient tout aussi confus. Mathieu essaya de se cacher derrière le directeur, mais Robert le maintint à ses côtés sur l'estrade. « Ils vont probablement annoncer son exclusion devant tout le monde pour l'exemple », commenta un élève de 3e. Madame Nathalie Rousseau, mère de Pierre-Henri et présidente de l'association des parents, arriva essoufflée. « Robert, quelle est cette histoire d'assemblée urgente? Je suis en pleine réunion importante. »« Merci d'être venue, Nathalie. Restez là avec les autres parents, s'il vous plaît. » D'autres parents arrivèrent, tous l'air irrités. Avocats, médecins, chefs d'entreprise, l'élite de Lyon était là. Le directeur prit le micro. Un silence immédiat s'installa. « Bonjour à tous. J'ai convoqué cette assemblée pour aborder un sujet urgent et fondamental. » Il fit une pause, scrutant les visages anxieux. « Il y a quelques minutes, j'ai été témoin d'une scène qui m'a profondément embarrassé. Des élèves de cette institution se moquant d'un camarade à cause de ses vêtements. Certains élèves baissèrent la tête, d'autres gardèrent un sourire cynique. Voici Mathieu Dubois. » Il tira le garçon vers l'avant. « Il a 12 ans. Il se lève à 4 heures tous les matins pour travailler avant de venir en cours. Savez-vous pourquoi ?» Le silence était maintenant absolu. « Parce que sa mère est malade. Elle a besoin de médicaments coûteux. Et ce garçon de 12 ans a endossé des responsabilités que beaucoup d'adultes ici ne pourraient pas supporter. Ce n'est pas une excuse pour venir sale à l'école, » cria quelqu'un du fond. « Ce n'est pas une excuse. » La voix du directeur tonna. « Laissez-moi vous montrer quelque chose. » Il prit un cutter sur la table à côté. Avant que quiconque puisse réagir, il déchira sa propre chemise impeccable. Des cris de surprise résonnèrent dans la cour. Les parents se levèrent, alarmés. « Robert, êtes-vous devenu fou ?» cria Madame Nathalie. « Non, Nathalie. Enfin, je vois clair. » Il continua à déchirer sa chemise. « Savez-vous combien coûte cette chemise ? 300 €. Savez-vous combien la famille de Mathieu a pour vivre par mois ? Moins que ça. C'est absurde. Je vais retirer mon fils de cette école, » menaça le père de Benoît. « Comme vous voulez, Charles. Mais avant, laissez-moi vous raconter une histoire. » Robert prit son téléphone et projeta une photo sur l'écran improvisé. « Voici ma fille Charlotte il y a 6 ans. Elle était mourante. Elle avait besoin de sang d'urgence. Personne n'était compatible. Charlotte, au milieu de la foule, sentit son cœur s'emballer. Une femme inconnue lui a sauvé la vie. Elle a donné son sang sans rien demander en retour. Savez-vous qui était cette femme? Hélène Martin, la mère de Mathieu. » Le silence était maintenant différent, lourd, gênant. « Papa » Charlotte pleurait. « Hein, vrai? Oui, ma fille. Ce garçon que vous humiliez est le fils de la femme à qui tu dois la vie.
Charlotte traversa la foule en courant. Elle monta sur l'estrade et, sans hésiter, serra Mathieu dans ses bras. « Pardonne-moi » sanglotait-elle. « Pardonne-nous tous. » Mathieu, surpris, lui rendit timidement son étreinte. « Mais cela change tout. » Madame Nathalie essaya de se reprendre. « Si nous avions su... » « Non, Nathalie !» Le directeur la coupa. « Cela ne devrait rien changer. Nous ne devrions pas avoir besoin d'une histoire dramatique pour traiter un être humain avec dignité. » Il se tourna vers tous. « À partir d'aujourd'hui, nous créerons le programme d'inclusion Saint-Michel. 20% des places seront réservées aux élèves défavorisés, avec une bourse complète. C'est de la folie. Cela va dévaloriser notre diplôme, protesta un père. Savez-vous ce qui dévalorise notre diplôme, docteur Henry? Former des gens sans caractère, sans empathie, sans humanité. Pierre-Henri Moreau, au milieu de la foule, regardait le sol. La pièce lui tombait dessus. Ce garçon qui l'humiliait était plus homme que lui. Directeur, Mathieu prit le micro d'une voix tremblante. Je vous remercie beaucoup, mais je ne veux pas de charité. Ma mère m'a appris qu'on obtient les choses par le travail. Ce n'est pas de la charité, Mathieu, c'est de la justice. Et tu mériteras ta place chaque jour par tes efforts et ta détermination. Une dame parmi les parents se mit à pleurer. C'était Béatrice Olivier, la tante de Pierre-Henri. « Mon Dieu, Hélène, murmura-t-elle. « Vous connaissez ma mère » demanda Mathieu depuis l'estrade. Béatrice monta sur scène avec difficulté, soutenue par d'autres. Hélène était ma meilleure amie d'enfance. Nous avons perdu contact il y a 15 ans quand elle a déménagé. Mathieu, tu es le fils d'Antoine? Mon père est parti quand j'avais 3 ans, madame. Bien sûr, elle se tourna vers son neveu. Pierre, demande pardon maintenant. La mère de ce garçon m'a sauvé d'une profonde dépression quand nous étions jeunes. Elle a passé des mois à s'occuper de moi. Pierre-Henri monta sur l'estrade, le visage rouge de honte. Mathieu, je suis désolé. J'ai été un idiot. Et moi, pire encore. Benoît monta aussi. Nous ne savions pas. Vous n'aviez pas besoin de savoir, répondit Mathieu avec une dignité au-delà de son âge. Vous auriez dû me respecter simplement parce que je suis une personne. Le directeur reprit le micro. Je propose autre chose. Mathieu donnera des conférences hebdomadaires sur la résilience à toutes les classes. Moi? Mais je ne sais pas parler en public. Tu viens de donner la plus grande leçon que cette école ait jamais vue. Les minutes suivantes furent chaotiques. Des parents discutaient, certains soutenant, d'autres menaçant de poursuites. Mais quelque chose avait changé. La graine était semée. Monsieur Robert. Mathieu tira la manche du directeur. Je dois y aller. Ma mère m'attend à l'hôpital pour des examens et je... Hôpital? Quels examens? Mathieu se mordit la lèvre. Il en avait trop dit. Elle va bien. Ce ne sont que des examens de routine. Charlotte, qui était à proximité, perçut le mensonge. Mathieu, qu'arrive-t-il à ta mère? Ce n'est rien de grave. Elle a juste une toux persistante. Mais Robert était déjà en train de composer un numéro sur son téléphone. Allô, Rémi? C'est Robert Leclerc. Oui, j'ai besoin d'un service urgent. Une patiente à l'hôpital municipal, Hélène Martin. Non? Mathieu a tenté de l'arrêter. S'il te plaît, elle ne doit pas savoir que je t'ai parlé. Pendant que Robert parlait au téléphone, l'assemblée se dispersait. Des groupes se formaient, certains élèves s'approchèrent de Mathieu pour s'excuser, d'autres résistaient encore au changement. « Mon père va porter plainte contre l'école », disait Florence à ses amis. « J'en ne paie pas une fortune de scolarité pour étudier avec des gens des quartiers pauvres. »« Tais-toi, Florence. Étonnamment, c'est Lucie, sa meilleure amie, qui a parlé. »« Tu n'as rien entendu de ce qui s'est passé ici ?»« Lucie, tu es de leur côté maintenant. » « Je suis du bon côté, pour la première fois. » Le téléphone du directeur a sonné. Son expression est devenue grave en écoutant. « Je comprends. Oui, organisez tout. Ne vous inquiétez pas pour les frais. » Il a raccroché et s'est agenouillé devant Mathieu. « Ta mère a une pneumonie avancée. Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» Elle ne voulait pas que personne le sache. Elle disait qu'elle allait vite guérir. Mathieu, elle a besoin d'une hospitalisation immédiate et de médicaments spécifiques. Je sais. Je réunis l'argent. Il ne me manque que 800 €. Charlotte a pris son téléphone. Les gars,
Vous avez vu ce qui s'est passé ici. La mère de Mathieu m'a sauvé la vie et maintenant elle a besoin d'aide. Qui peut contribuer? En quelques minutes, le virement bancaire de l'école a commencé à recevoir des transferts. 100 €, 200, 500. Même certains élèves qui se moquaient ont contribué, poussés par la culpabilité. Non, vous n'êtes pas obligé. Mathieu était submergé. Si, nous le devons. Pierre-Henri Moreau a transféré 1 000 €. C'est le minimum après ce que nous avons fait. Béatrice Olivier a pris le téléphone. Marc, c'est Béatrice. J'ai besoin que tu réserves la meilleure chambre de l'hôpital Saint-Luc. Oui, en privé. Une amie très spéciale. Madame, nous ne pouvons pas payer un hôpital privé. Mathieu a paniqué. Tu ne paieras rien, mon chéri. Hélène a pris soin de moi sans demander un centime. Il est temps de lui rendre l'appareil. En 2 heures, Hélène Martin était transférée dans le meilleur hôpital de la ville. Mathieu a été dispensé des cours pour l'accompagner. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Hélène, faible sur la civière, ne comprenait pas. Vous avez sauvé beaucoup de vies, maman. Maintenant, c'est à leur tour de sauver la vôtre. À l'hôpital, une surprise. Des dizaines de personnes attendaient. Élèves, parents, professeurs. Tous voulaient rencontrer la femme qui donnait sans rien attendre en retour. Je ne comprends pas. Hélène pleurait. Je n'ai rien fait de spécial. C'est justement parce que vous pensez ainsi que vous êtes spécial, a dit Robert en lui tenant la main. Charlotte s'est approchée du lit. Merci de m'avoir donné la chance de vivre, Madame Hélène. Je promets d'honorer votre geste chaque jour. Le traitement a commencé immédiatement. Les meilleurs médecins ont été appelés. Des médicaments importés ont été fournis. La facture, divisée entre tous ceux qui pouvaient contribuer. Dans les semaines qui ont suivi, Mathieu a continué à aller à l'école avec le même uniforme déchiré. Mais maintenant, c'était différent. C'était un symbole. « Pourquoi n'acceptes-tu pas un nouvel uniforme ?» a demandé Lucie un jour. « Parce que celui-ci me rappelle d'où je viens et où je vais. Je n'ai pas honte de mon histoire. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. La transformation à l'école a été progressive, mais profonde. Pierre-Henri Moreau a découvert que Mathieu était brillant en mathématiques. Comment fais-tu pour résoudre si vite? Quand tu dois calculer la monnaie au marché depuis l'âge de 8 ans, tu apprends vite. Mathieu a souri. Ils ont commencé à étudier ensemble. Pierre-Henri enseignait l'anglais, Mathieu enseignait les maths. Une amitié improbable est née. Benoît, l'autre agresseur, a eu un parcours différent. Au début, il a gardé ses préjugés. Mon père a dit que tout ça, c'est des conneries. Un pauvre doit rester à sa place. Mais quelque chose arriva qui changea sa perspective. Son chauffeur personnel eut une crise cardiaque. Qui lui porta secours? Mathieu, qui connaissait les premiers soins pour avoir pris soin de sa mère. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» demanda Benoît à l'hôpital. « J'ai été si cruel avec toi ?»« Parce que c'est la bonne chose à faire. C'est aussi simple que ça. » Benoît pleura pour la première fois depuis des années. Son père, Charles, assista à la scène. « Peut-être que j'ai eu tort sur certaines choses, » avoua-t-il à son fils. Le programme d'inclusion commença avec résistance. Plusieurs parents menacèrent de retirer leurs enfants. Mais Robert tint bon. L'excellence académique continuera. D'ailleurs, elle s'améliorera. Ses élèves ont soif d'apprendre. Et il avait raison. Les nouveaux boursiers firent monter la moyenne de l'école. Des compétitions académiques furent remportées. La diversité apporta une richesse de perspectives. Hélène Martin s'améliora progressivement. La pneumonie céda au traitement, mais l'histoire révéla quelque chose de plus profond. Elle avait une condition cardiaque nécessitant une opération. « C'est très cher, docteur. Nous n'avons pas les moyens, » dit-elle au médecin. « Ne vous inquiétez pas pour cela, » sourit le docteur Rémy, ami de Robert. « Tout est déjà arrangé. » « Mais qui ? Disons que vous avez des amis que vous ne connaissiez même pas. » L'opération fut un succès. Durant sa convalescence, Hélène reçut des visites constantes. Charlotte venait tous les jours après les cours. « Pouvez-vous me raconter comment vous avez rencontré mon père ?» Ce fut le jour du don. Il était désespéré à l'hôpital. Je n'ai jamais vu un homme pleurer autant. Quand le sang fut compatible, il s'agenouilla et remercia Dieu.
Il a essayé de vous retrouver pendant des années. Je sais, mais je n'ai pas fait ça en attendant quelque chose. Je l'ai fait parce qu'une mère comprend la douleur d'une autre mère. Charlotte serra la main d'Hélène. Vous m'avez donné plus que du sang. Vous m'avez offert la chance de connaître des gens comme Mathieu, d'apprendre ce qui compte vraiment. Florence fut celle qui résista le plus au changement. Fille d'un procureur influent, elle croyait que le monde tournait autour d'elle. « Ça ne durera pas », disait-elle à qui voulait l'entendre. « Mon père va tout annuler. » Mais elle aussi eut son moment de transformation. Durant une foire scientifique, son expérience coûteuse et importée échoua. Qui l'aida? Raphaël, l'un des nouveaux boursiers, utilisant des matériaux recyclés. Pourquoi m'aides-tu? Parce que nous sommes camarades de classe. C'est ce que font les camarades. Le projet improvisé remporta la première place. Florence comprit pour la première fois que l'argent n'achète pas la créativité. Le jour de l'uniforme déchiré fut l'idée de Charlotte. Une fois par mois, tous venaient avec des vêtements simples pour rappeler que les apparences trompent. « C'est gênant », se plaignaient certains. « Plus gênant est de juger quelqu'un par ses vêtements », répondait Mathieu, désormais respecté de tous. Les conférences de Mathieu devinrent l'événement le plus attendu de l'école. Il parlait de dépassement, de travail, de dignité. La pauvreté n'est pas un choix, mais la façon dont on y réagit. Si, lors d'une de ses conférences, il révéla quelque chose qui choqua tout le monde. « Savez-vous pourquoi ma mère était dans le quartier quand elle sauva Charlotte? Nous vivions dans la rue. Nous avions été expulsés. Le silence fut total. Même sans avoir où dormir, elle n'hésita pas à aider. Parce que le caractère ne dépend pas d'une adresse. Madame Nathalie, la présidente de l'association des parents, fut l'une des plus transformées. Elle découvrit que sa femme de ménage avait un fils brillant qui ne pouvait pas étudier. « Amenez-le demain. Nous ferons le test pour la bourse. »« Madame, ce n'est pas nécessaire. »« Si, Joséphine. J'ai appris qu'un talent gaspillé est un crime contre l'avenir. » Le garçon, Gabriel, devint le meilleur élève de l'école en 2 ans. Il gagna des olympiades de physique. Il fut accepté dans des universités internationales. « Tout a commencé avec un uniforme déchiré », dit-il dans son discours de remise des diplômes, regardant Mathieu. Hélène, rétablie, ouvrit une petite entreprise avec l'aide d'un microcrédit organisé par les parents de l'école. Un snack-bar santé qui fournissait des repas aux élèves défavorisés. « Ce n'est pas de la charité », insistait-elle. « C'est un travail digne. » Le snack-bar prospéra. Hélène embaucha d'autres mères de la communauté. Un réseau d'entraide se créa, dépassant les murs de l'école. Robert Leclerc reçut des critiques et des procès. Certaines familles traditionnelles retirèrent effectivement leurs enfants. Mais pour chaque départ, 2 nouvelles demandes arrivaient. « Cette école forme de vrais leaders », disaient les nouveaux parents. Pas seulement des diplômés. Mathieu excellait dans toutes les matières. Mais sa plus grande réussite fut autre. Il enseigna l'empathie par l'exemple. Quand un nouvel élève arriva avec des vêtements simples, ce fut Mathieu qui l'accueillit le premier. « Bienvenue. Ici, on vaut pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on a. » Pierre-Henri Moreau devint son meilleur ami, une amitié qui transcendait les barrières sociales. « Tu sais ce que j'ai appris avec toi ?» dit Pierre un jour. « Que le privilège n'est pas un mérite, c'est une responsabilité. » Ils créèrent un projet de tutorat. Les élèves aisés enseignaient les langues et la technologie. Les élèves défavorisés enseignaient les maths et les sciences pratiques. « C'est un échange équitable », expliquait Mathieu. « Tout le monde a quelque chose à apprendre. » Le projet s'étendit à d'autres écoles, devint un modèle national. Des délégations vinrent étudier la méthode Saint-Michel. Benoît devint militant social. Il utilisa l'influence de son père pour créer des opportunités pour les jeunes défavorisés. « J'étais un imbécile », avouait-il sans gêne. « Mathieu m'a appris l'humanité. » Florence mit plus de temps, mais changea aussi. Elle devint avocate spécialisée en droit de l'homme. « Ironique, non ?» disait-elle. La fille du procureur défendant ceux qui ne peuvent pas payer. Lucie créa une ONG de mode durable, employant des couturières de la communauté. J'ai appris que le style n'a pas de prix. Il a une conscience. Charlotte suivit des études de médecine, inspirée par l'histoire de son sauvetage. Je veux sauver des vies comme Madame Hélène a sauvé la mienne. Elle faisait des gardes bénévoles dans le quartier où Mathieu vivait. Elle découvrit une vocation pour la médecine sociale. Le mélange des classes se fit naturellement.
Les fêtes d'anniversaire mêlaient manoirs et maisons modestes. L'important était la célébration, pas le lieu. « C'est étrange de voir mon fils jouer dans le quartier populaire », admit un père. « Ce serait encore plus étrange qu'il grandisse en pensant qu'il ne peut pas », répondit Robert. Hélène devint une sorte de mère collective. Elle accueillait les élèves en difficulté familiale, quelle que soit leur classe sociale. « Les riches souffrent aussi », disait-elle. « L'argent n'achète pas l'amour d'un père ou d'une mère. » Beaucoup d'élèves aisés trouvèrent en Hélène l'affection qui leur manquait à la maison. Des parents absents, trop occupés par leurs affaires. « Madame Hélène m'a appris à cuisiner », racontait Isabelle, fille d'une mondaine. « Ma mère ne sait même pas où se trouve la cuisine. » Les repas au snack-bar d'Hélène devinrent des événements sociaux. Avocats mangeant à côté de maçons, médecins discutant avec femmes de ménage. « C'est la démocratisation du déjeuner », plaisantait Mathieu. Mais tout ne fut pas rose. Il y eut des moments de tension. Quand un élève aisé fut agressé près du quartier, certains voulurent blâmer le programme. « Vous voyez, mélanger les classes est dangereux », crièrent les opposants. Mais l'enquête révéla, l'agresseur était de classe moyenne, toxicomane, rien à voir avec les boursiers. « Les préjugés ignorent les faits », déclara Robert lors d'une réunion tendue. « Ils ne font que confirmer les peurs. » Mathieu fut accepté à la Sorbonne avec une bourse complète. La nouvelle fit le tour de la ville. Le garçon de l'uniforme déchiré à la Sorbonne célébrèrent les journaux, mais il fit un choix qui surprit tout le monde. « Je ferai mes études ici, j'irai à la Sorbonne ensuite. » « Pourquoi » Charlotte ne comprenait pas. « Parce que ma mission commence ici, je ne peux pas abandonner ce que nous avons bâti. » Il étudia la pédagogie. Il voulait devenir professeur. Transformer d'autres vies comme la sienne avait été transformée. « Tu pourrais être médecin, avocat », disaient certains, « et je le serai, médecin des âmes, avocat des rêves. » Pendant ses études, il continua à donner des conférences, maintenant dans les écoles publiques aussi. Il emmenait d'autres anciens boursiers. Ils semèrent l'espoir là où régnait le désespoir. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Robert Leclerc fut invité à devenir ministre de l'Éducation. Il refusa. « Ma place est ici. Changer le monde, un enfant à la fois. » Mais sa méthodologie fut officiellement adoptée. Écoles publiques et privées créèrent des programmes similaires. L'uniforme déchiré est devenu une politique publique, disait-il fièrement. Hélène se remaria avec Monsieur Joseph, un veuf qu'elle avait rencontré à l'église. Il adorait Mathieu comme son fils. « Dieu m'a offert une seconde chance d'être père », disait-il, ému. Le mariage eut lieu à l'école. Riches et pauvres réunis pour célébrer. Mathieu conduisit Hélène à l'autel. Robert fut le témoin. Qui l'aurait cru, n'est-ce pas? Hélène pleurait de bonheur. De patiente à marier. Le repas était simple mais copieux. La joie compensait tout luxe absent. Charlotte chanta. Pierre-Henri joua de la guitare. Une union improbable mais sincère. Les années passèrent. Mathieu obtint son diplôme avec mention. Il fut embauché comme professeur au Collège Saint-Michel, puis coordinateur pédagogique. « Il est juste qu'il grandisse ici », déclara Robert. « Cette école est aussi son œuvre. » Lorsque Robert prit sa retraite, le choix de son successeur fut unanime. Mathieu Dubois, désormais docteur en éducation. De l'uniforme déchiré à la direction, titraient les journaux. Son discours d'investiture fut émouvant. « Il y a 15 ans, je suis entré dans cette école, honteux de ma pauvreté. Aujourd'hui, je comprends quel fut mon plus grand professeur. Il perpétua la tradition de l'uniforme déchiré. Une fois par an, il portait la même chemise, désormais encadrée dans son bureau, pour me souvenir d'où je viens et m'assurer que d'autres puissent aussi y arriver. » Hélène, désormais âgée, restait active. La petite cantine devint une chaîne. Elle employait des centaines de personnes, mais elle cuisinait encore elle-même. Le travail rend digne. L'âge n'est qu'un nombre. Charlotte devint ministre de la Santé. Elle créa des programmes de don du sang inspirés par Hélène. Chaque goutte sauve une vie. Je l'ai appris de la meilleure façon. Pierre-Henri devint entrepreneur social. Ses entreprises réservèrent des postes aux habitants des quartiers défavorisés. Le profit sans but est un échec déguisé. Benoît fonda une association pour l'éducation. Il construisit des écoles en banlieue. Toutes suivaient la méthode Saint-Michel.
Ma rédemption, c'est de voir d'autres avoir leur chance. Florence devint magistrate, connue pour ses décisions justes et humaines. La loi sans compassion est tyrannie. Lucie révolutionna la mode française. Ses vêtements étaient fabriqués par des coopératives. Les défilés avaient lieu dans les quartiers populaires. La beauté réside dans l'histoire de chaque pièce. L'impact se multiplia. Des milliers de vies transformées. Tout avait commencé avec un garçon humilié par son apparence. Mathieu épousa Juliette, une enseignante rencontrée lors d'un congrès. Ils eurent 3 enfants. Tous fréquentèrent l'école publique. Par choix, expliquait-il. Une bonne éducation ne dépend pas des frais de scolarité. Ces enfants grandirent avec des valeurs solides. Ils voyèrent le privilège comme une responsabilité, non un droit. Hélène vécut assez pour voir ses arrière-petits-enfants. Elle mourut à 89 ans en travaillant. Une crise cardiaque alors qu'elle faisait ce qu'elle aimait, cuisiner pour les autres. C'est ce qu'elle souhaitait, déclara Mathieu lors des funérailles. Servir jusqu'au bout. L'enterrement paralysa la ville. Des milliers de personnes vinrent, riches et pauvres unis dans la douleur et la gratitude. Elle nous a appris que l'amour n'a pas de classe sociale, dit Robert, très âgé. La cantine d'origine devint un mémorial. Une plaque en bronze raconte son histoire. Des visiteurs du monde entier viennent la découvrir. Ici commença une révolution. Peut-on y lire? Mathieu, à 60 ans, reste directeur. Cheveux blancs, même énergie. Chaque année, il accueille de nouveaux élèves. Bienvenue au Collège Saint-Michel. Ici, vous apprendrez plus que des matières. Vous apprendrez à être humain. L'uniforme déchiré original est exposé au musée de l'école. À côté, les photos de tous ceux que cette histoire a transformés. Chaque déchirure est une leçon, explique Mathieu aux visiteurs. Que les apparences mentent. Que le caractère n'a pas de prix. Charlotte, maintenant retraitée de la médecine, est revenue vivre à Lyon. Elle travaille bénévolement à l'école. C'est ma façon de continuer à payer ma dette envers Madame Hélène. Pierre-Henri Moreau a créé une université populaire, des études supérieures gratuites pour les travailleurs. L'éducation est un droit, pas une marchandise. La fondation de Benoît est devenue internationale. Elle exporte la méthode française en Afrique et en Asie. L'uniforme déchiré est universel. La pauvreté existe partout, la solidarité aussi. Florence a présidé le tribunal. Elle a lancé des initiatives de citoyenneté, une justice proche du peuple. La toge ne doit pas être une barrière, elle doit être un pont. Lucie a remporté des prix internationaux. Elle remercie toujours Mathieu dans ses discours. Il m'a appris que la mode sans conscience n'est qu'une fantaisie vide. Les nouvelles générations perpétuent la tradition. Les petits-enfants des premiers boursiers étudient avec ceux des anciens riches. Le mélange est désormais naturel, remarque Mathieu. Nous avons normalisé la diversité. Monsieur Joseph, veuf d'Hélène, à 95 ans, visite encore l'école. Je viens sentir sa présence. Elle est dans chaque sourire, chaque geste de bonté. La méthode Saint-Michel est devenue une discipline universitaire. Des thèses sont écrites. Des pédagogues du monde entier l'étudient. Comment un uniforme déchiré a changé l'éducation française? Titre d'un livre célèbre. Mathieu refuse les invitations à des conférences internationales payantes. Ma parole n'a pas de prix. Hélène m'a appris ça. Mais il voyage bénévolement. Il sème la graine où il peut, toujours avec le même message. N'attendez pas de grandes ressources. Commencez avec ce que vous avez. La compassion. L'école maintient ses traditions. L'uniforme n'est pas obligatoire. Les élèves choisissent comment s'habiller. Nous avons appris à voir au-delà du tissu, explique la vice-directrice actuelle, une ancienne boursière. Le programme d'inclusion s'est élargi. Maintenant, 40% sont boursiers. L'excellence académique a augmenté. La diversité ne diminue pas la qualité. Elle la multiplie, les chiffres le prouvent. Les entreprises se disputent, les anciens élèves de Saint-Michel. Ils ont quelque chose de différent. Ils savent diriger avec humanité, disons les recruteurs. Mathieu a créé le jour de la gratitude. Les élèves rendent visite à ceux qui les ont aidés. Ils remercient en personne. La gratitude non exprimée se transforme en amertume, enseigne-t-il. Les enfants de Mathieu ont embrassé des carrières variées, médecins, ingénieurs, artistes, tous avec des projets sociaux. C'est l'ADN de la famille, plaisante-t-il. Servir est dans notre sang. Juliette, l'épouse de Mathieu, coordonne des projets d'alphabétisation pour adultes.
J'ai appris d'Hélène qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Beaucoup de parents qui résistaient au début sont aujourd'hui les plus grands soutiens. J'ai dû désapprendre les préjugés de génération, admet un entrepreneur. La ville a changé. Les taux de violence ont baissé, les opportunités ont augmenté. L'économie a prospéré. L'uniforme déchiré a créé plus d'emplois que n'importe quelle politique publique, révèlent les études. Mathieu garde sa simplicité. Il vit dans la même maison modeste. Il conduit une voiture ordinaire. L'exemple ne se prêche pas, il se vit. Chaque année, pour l'anniversaire d'Hélène, la ville s'arrête. Journée de la solidarité municipale. Les écoles ferment. Tout le monde fait du bénévolat. C'est notre façon d'honorer sa mémoire, explique le maire, ancien élève de Saint-Michel. L'hôpital où Hélène a été soignée a créé une aile à son nom, soins gratuits pour les démunis. Elle a sauvé des vies en donnant son sang. Nous continuons la tradition, dit le directeur. Des documentaires ont été réalisés, des livres écrits. Mais Mathieu préfère l'histoire vivante. Chaque élève transformé est un nouveau chapitre. Les dimanches, la famille se réunit. Une table généreuse mais simple. La tradition d'Hélène perdure. La bonne nourriture est celle qui nourrit le corps et l'âme. Mathieu répète l'enseignement de sa mère. Les petits-enfants d'Hélène, biologiques et de cœur, grandissent en entendant l'histoire. « Mamie était une héroïne ?» demande-t-il. « Mieux, elle était humaine », répond Mathieu. La chemise déchirée est devenue un symbole national, utilisé dans des manifestations pacifiques. Elle représente la lutte pour l'égalité. De la honte à la fierté. Une transformation complète. Les universités se disputent Mathieu pour en faire leur recteur. Il refuse. Ma place est à la base. L'arbre pousse par ses racines. Le collège Saint-Michel a une liste d'attente. Des parents riches veulent une formation humaine pour leurs enfants. Ils ont compris qu'un diplôme sans caractère n'est qu'un papier coûteux, analyse Mathieu. D'anciens élèves reviennent comme professeurs. Le cycle se complète, le savoir multiplié avec un but. C'est la plus grande joie. Voir les graines devenir des arbres. Mathieu s'émeut. Charlotte a créé un institut de recherche. Elle cherche un remède pour les maladies négligées. Celles qui touchent les pauvres. Le marché les ignore, pas nous. Pierre-Henri finance des bourses internationales pour les talents des quartiers défavorisés. Les cerveaux n'ont pas de code postal. Les opportunités devraient suivre la même logique. La fondation de Benoît a construit 1000 écoles. Toutes suivent la méthode. L'uniforme déchiré est devenu un uniforme d'espoir. Florence a réformé la justice. Un langage simple, des procédures rapides, une justice accessible. Une loi compliquée est une loi injuste. Lucie a démocratisé la mode. Ses créations coûtent juste. Les travailleuses gagnent dignement. Le vrai luxe, c'est une conscience tranquille. L'héritage s'est étendu au-delà de l'éducation. Les entreprises ont adopté une inclusion réelle. Les gouvernements ont créé des politiques inspirées. Une école a changé un pays, titrent les journaux internationaux. Mathieu a été nominé pour le prix Nobel de la paix. Il a refusé la candidature. La récompense, c'est de voir la transformation. Je n'ai pas besoin de médaille. Robert, à 90 ans, visite encore l'école chaque semaine. C'est ma fontaine de jouvence. Voir l'avenir se construire. Avant de mourir, il a laissé une lettre à Mathieu. Tu m'as appris qu'un directeur apprend plus qu'il n'enseigne. Merci d'avoir déchiré mes préjugés comme j'ai déchiré ma chemise. Les funérailles de Robert ont aussi arrêté la ville. Mathieu a pris la parole. Il a eu le courage de changer. C'est ça, le vrai leadership. La nouvelle génération de professeurs maintient l'esprit. Des jeunes idéalistes attirés par la mission. Ne venez pas pour le salaire, venez pour le sens, avertit Mathieu aux candidats. Des écoles internationales envoient des observateurs. Elles veulent reproduire le modèle. Mais elles copient la structure, pas l'âme, remarque Mathieu. La compassion n'a pas de manuel. Les enfants d'anciens boursiers sont maintenant entrepreneurs, médecins, professeurs. Un cercle vertueux établi. Nous avons prouvé que la pauvreté n'est pas une fatalité. C'est une circonstance temporaire. Les chiffres le confirment. La cafétéria d'Hélène est devenue une étude de cas à la Sorbonne. Une entreprise sociale durable. Du profit avec un but. Elle était en avance sur son temps, analysent les experts. Mathieu a pris sa retraite à 70 ans. Mais il reste actif. Conférences bénévoles, mentorat pour jeunes directeurs. Retraité du poste, pas de la mission. Son successeur, une autre ancienne boursière, Marine,
Arrivé pieds nus le premier jour. Des pieds sur terre à la tête de la direction, plaisante-t-elle sur son parcours. L'histoire de l'uniforme déchiré est devenue un opéra, présenté dans le monde entier, les recettes reversées aux bourses. L'art qui transforme des vies. Hélène aurait approuvé, dit Mathieu lors de la première. Des chercheurs étudient le phénomène Saint-Michel, comment une école a changé les mentalités. C'était une confluence unique de courage, compassion et circonstances, conclut-il. Mais Mathieu simplifie. C'était l'amour. Hélène a aimé sans condition. Nous avons contaminé les autres avec cet amour. À ses 75 ans, entouré de famille et d'amis, Mathieu fait le bilan. J'ai connu la faim, le froid, l'humiliation. Je ne changerai rien. Chaque difficulté a été une marche. Juliette, sa compagne de toujours, ajoute. Tu as transformé des cicatrices en ailes. Tu as appris aux autres à voler. Les petits-enfants demandent à entendre l'histoire encore. Ils ne s'en lassent jamais. Raconte le jour où tu es arrivé avec les vêtements déchirés, papy. Et Mathieu raconte, chaque fois avec de nouveaux détails, gardant la mémoire vivante. Pour que vous vous souveniez, peu importe comment on commence. Ce qui compte, c'est comment on choisit de continuer. La ville a instauré un jour férié municipal, le jour d'Hélène Martin. Les écoles organisent des activités sur la solidarité. Une femme de ménage est devenue un exemple plus grand qu'aucun politicien, la fierté locale. L'uniforme déchiré est maintenant au Musée national, pièce de transformation sociale française. D'une tragédie personnelle à un triomphe collectif, décrit la plaque. Mathieu visite chaque semaine la tombe de sa mère. Il parle comme si elle l'entendait. On y est arrivé, maman. Son sang a sauvé plus qu'une vie. Il a sauvé des générations. Le dernier jour avant de passer la direction à Marine, Mathieu a tenu à accueillir personnellement les nouveaux boursiers. Un garçon est arrivé, chaussures trouées, sac à dos rapiécé, regard effrayé. Bienvenue, petit guerrier. Ici, ton combat est notre combat. Le garçon a pleuré. Mathieu l'a serré dans ses bras. Tu peux pleurer. Moi aussi, j'ai pleuré. Les larmes arrosent les rêves. Marine a pris ses fonctions lors d'une cérémonie simple. Mathieu lui a remis l'uniforme déchiré, encadré. Prends soin de ce symbole. Il porte l'âme de notre révolution silencieuse. Dans son dernier discours officiel en tant que directeur, Mathieu a résumé des décennies de travail. Nous avons commencé en voulant sauver quelques-uns. Nous avons découvert qu'ils nous ont sauvés. Une vraie éducation est une voie à double sens. Une standing ovation. Des larmes sur de nombreux visages. Une histoire vivante célébrée. Aujourd'hui, des centaines d'écoles suivent la méthode. Des millions de vies transformées. Tout cela grâce à un garçon qui n'a pas eu honte de sa vérité. Mathieu, retraité mais pas inactif, a écrit un livre, Pédagogie de l'uniforme déchiré, un best-seller traduit en 50 langues. Mais je préfère voir l'histoire vivante dans les écoles, avoue-t-il. Il continue à se lever tôt. Maintenant pour marcher. Il passe toujours par le marché où il a travaillé. Bonjour, docteur Mathieu, le saluent les marchands. Juste Mathieu. Docteur est un titre. Mathieu est l'essence. À 80 ans, entouré d'amour et de respect, il réfléchit à son parcours. Ma mère m'a appris que la dignité ne se perd pas dans la pauvreté. Robert a montré que le privilège peut servir. Ensemble, nous avons construit des ponts là où il y avait des abîmes. La révolution continue, silencieuse mais puissante, dans chaque école qui embrasse les différences, dans chaque enseignant qui voit le potentiel, dans chaque élève qui dépasse les attentes. L'uniforme peut se déchirer. Le caractère, bien cousu, est indestructible. Ainsi, le garçon à l'uniforme déchiré est devenu l'homme qui a tissé un nouveau tissu social. Fil après fil, vie après vie, amour après amour. Hélène Martin vit dans chaque geste de bonté, Robert Leclerc dans chaque acte de courage. Et Mathieu vit dans l'espoir que chaque uniforme déchiré peut devenir un drapeau de transformation. Ce n'est pas fini, dit-il toujours. Tant qu'il y aura un seul uniforme déchiré par préjugés, notre combat continue. La dernière image est puissante. Mathieu, âgé mais fier, entrant dans l'école aux côtés d'un nouvel élève dans le besoin, main dans la main, passé et futur, promesse renouvelée. L'uniforme déchiré n'est plus une honte, c'est une histoire, une fierté, la preuve que la compassion est la seule révolution qui perdure. Dans les derniers mots de Mathieu,
L'éducation sans cœur est un dressage. Avec cœur, c'est une libération. Nous avons choisi de libérer, et nous avons été libérés dans le processus. L'école continue. La mission demeure. L'uniforme déchiré, il est devenu le plus beau vêtement que l'on puisse porter, l'habit de la dignité humaine. Fin de l'histoire. Et vous, chers auditeurs, avez-vous aidé quelqu'un aujourd'hui? Partagez dans les commentaires une histoire de résilience que vous connaissez. Abonnez-vous pour plus d'émotions.